Yes, we do hear you. Do you hear us? Bonjour à tous et bienvenue au troisième jour de la semaine verte et à cette session parallèle sur la durabilité environnementale et l'égalité dans laquelle nous explorons la question dilemme ou opportunité. Je suis Katharina Sickel, modératrice et présentatrice, et j'ai le privilège de vous guider au cours des 60 minutes ainsi qu'une poignée d'illustres orateurs au cours de cette séance. Je voudrais vous rappeler, mesdames, messieurs, que nous aurons l'interprétation en français et en anglais pour cette séance. Très brièvement, quel est le point de départ? La pollution ne fait peut-être pas de discrimination, mais son impact en fait. Dans le contexte du Green Deal, du pacte vert européen, la transition juste a également fait la une des journaux. Alors, comment améliorer la vie et le bien-être des gens de manière équitable et durable à une époque d'instabilité environnementale et climatique? Comment pouvons-nous nous assurer que nous disposons de solutions environnementales durables, plus inclusives, au bénéfice de tout le monde? Comment pouvons-nous assurer un accès à tout le monde? Lorsque je dis accès, je pense à l'accès aux ressources naturelles, à l'environnement, aux chances en matière d'accès aux ressources naturelles, et les orateurs vont parler de ces éléments de manière plus précise. 4 orateurs sont invités pour aborder ces sujets et seront accompagnés par des orateurs de la Commission européenne. Voici les intervenants. Je souhaite la bienvenue à tout le monde et je souhaite aussi la bienvenue à tous qui nous rejoignent en ligne. Vous nous voyez ici dans notre studio et je vous demande de poser vos questions par l'intermédiaire de Slido. Mais si je suis capable de le faire, je prendrai une seule question. Vous pouvez naturellement tweeter sur EU Green Week 2021. J'ai à côté de moi le directeur général adjoint de la Direction générale environnement, Joanna Drake, et j'aimerais lui demander de cadrer la discussion d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Katrina. Beaucoup d'entre vous allez vous demander comment la justice sociale et l'environnement sont liés. Si on pense au contexte dans lequel nous vivons depuis 18 mois, notamment dans le contexte de l'épidémie du Covid, nous comprenons peut-être mieux la situation. Ce matin, j'ai écouté les nouvelles et les nouvelles parlaient de la grande quantité de personnes dans le monde qui n'auront pas accès au vaccin anti-Covid. Donc, lorsque l'on parle de santé et de pollution, la santé et la pollution, c'est la situation dans laquelle nous vivons maintenant. Nous voulons devenir plus propres. Comment alors protéger la santé si je n'ai pas accès à des vaccins? Voilà en fait de quoi il s'agit aujourd'hui. Katrina, comme vous l'avez dit, la pollution ne fait pas de discrimination. Tout le monde respirera l'air non propre. Et c'est ce que nous avons vu dans le contexte de l'épidémie du Covid. Nous avons eu tous des confinements, mais les résultats sont différents. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment, en tant qu'hommes, femmes, enfants ou personnes handicapées, ou si vous êtes une personne qui n'a pas accès
aux éléments de base de la vie, vous aurez une situation précaire. Alors, que devons-nous faire sur le plan de l'environnement? Il faut veiller à ce qu'il y ait un accès égalitaire à l'environnement. Nous parlons d'économie verte. Est-ce que les gens ont véritablement la possibilité d'avoir accès à une économie verte, aux solutions pour une économie verte? Est-ce que les personnes devront émigrer pour des raisons environnementales, d'air impur, etc.? Un autre point. Beaucoup d'entre vous diront oui, bon, on en parle parce que c'est un sujet à la mode et parce que le Covid a mis cela en évidence. Et c'est pour cela que l'on parle de plus en plus d'inégalités. Mais finalement, si les choses continuent telles quelles, et nous le constatons, la jeune génération s'attend à ce qu'il y ait plus d'égalité et moins d'inégalité. Pour le moment, nous avons une instabilité climatique et instabilité environnementale. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir dans quelle mesure nous allons agir pour qu'il n'y ait pas seulement des gestes symboliques. Il faut aller au-delà de cela. Il faut que cela devienne réel pour les personnes qui souffrent des inégalités. Nous avons donc toujours un contexte de dégradation de l'environnement. Vous avez cité le Covid qui cadre la discussion. Cantons-nous par là. Ce que moi j'ai compris, c'est que vous avez mentionné également les personnes dans des situations précaires. Il y a des agences qui ont des solutions. Il ne faut pas seulement parler des bénéficiaires, il faut que tout le monde se mette à l'ouvrage, prenne des actions. Et nous allons donc passer en revue les différentes possibilités ce matin. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire et je vais maintenant passer aux orateurs qui vont également aborder ces questions que vous venez d'évoquer. Joanna Drake et ses collègues de la Commission européenne, notamment Elisabeth Averna, secrétaire générale adjointe à la coordination des politiques et responsable de la Task Force Égalité de la Commission européenne. Merci Elisabeth, vous êtes ici, vous avez pu nous rejoindre en ligne. Vous pourrez donc en coulisses suivre la discussion et vous serez ici après pour la discussion. Merci beaucoup et merci beaucoup également à Joanna Drake. Alors, qu'avons-nous parmi nous pour ces questions que je poserai rapidement? Dans le studio, j'ai Patricia Heidegger. Patricia Heidegger est directrice des politiques mondiales et du développement durable au sein du Bureau européen de l'environnement. Patricia plaide depuis 20 ans pour la justice environnementale mondiale. Elle est tout à fait qualifiée pour participer à les discussions d'aujourd'hui au sein du Bureau européen de l'environnement. Elle s'occupe de la mise en œuvre des objectifs de développement durable, de la démocratie environnementale, de la transition économique juste, etc. Elle a co-rédigé un important rapport sur le racisme environnemental à l'encontre des communautés roms en Europe. De l'autre côté, nous avons Michael O'Flaherty, directeur de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne. Michael est un ancien professeur des droits de l'homme à l'Université de Nottingham et à l'Université nationale d'Irlande. Il a été pendant 8 ans membre du Comité des droits de l'homme des Nations unies. Dernièrement, il a été vice-président. Il a beaucoup d'expérience
pas seulement dans les sièges de ces organisations, mais également sur le terrain. C'est une personne importante d'avoir dans notre panel aujourd'hui. Nous avons également parmi nous Caroline Schill, directeur de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes à Vilnius, en Lituanie. C'est la seule agence de l'Union européenne qui se concentre exclusivement sur l'égalité des genres. Cet institut fournit des recherches axées sur la politique afin d'aider l'Union européenne et ses États membres à renforcer la promotion de l'égalité des genres. On parlera davantage de cela, ainsi que des études et des données que nous présentera Caroline. Et puis, finalement, pour ne pas seulement donner la parole au secteur civil, nous avons parmi nous également Matthias Berninger, senior vice-président des affaires publiques et de la durabilité chez Bayer. Il s'agit d'une société qui a une longue histoire dans le domaine de la santé et de l'agriculture. Matthias est responsable de la pratique des affaires publiques mondiales de l'entreprise et veut faire également de la durabilité de Bayer un pilier essentiel de la stratégie commerciale. Auparavant, il a travaillé également au Parlement fédéral allemand. Voilà. Ce sont des personnes impressionnantes qui vont parler de manière succincte. Et vous savez que j'ai 3 questions que je voudrais poser à ces orateurs. Je commencerai par Caroline. Si vous pouvez revenir, Caroline de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Vous avez déclaré que le genre n'est pas une question secondaire, que c'est une question qui reste pertinente. Je me fais l'avocat du diable. Dans l'Union européenne, les femmes sont apparemment partout. Alors, pourquoi il est tellement important de parler de cette dynamique liée à l'environnement? Pouvez-vous répondre de manière concise, s'il vous plaît? Merci, Katrina, et merci à vous. J'espère que tout le monde peut m'entendre. Merci d'avoir répété ce que j'avais déclaré, que le genre n'est pas une question secondaire, mais essentielle. Les hommes et les femmes sont impactés de manière différente par le changement climatique. Je voudrais donner 2 exemples à ce sujet. Par exemple, l'empreinte carbone. La recherche nous dit que les hommes utilisent plus la voiture pour le transport que les femmes. Et par exemple, si on pense au recyclage, les femmes s'occupent généralement plus du ménage que les hommes. Donc, c'est une activité qui repose sur les femmes. Et je voudrais souligner qu'il est important que les responsables politiques tiennent compte de cette réalité lorsqu'ils conçoivent, élaborent leur politique et également au niveau des campagnes de communication pour les citoyens. Vous avez parlé de la représentation des femmes. C'est vrai, nous voyons que les femmes occupent des postes de leaders et il est très important que les femmes soient autour des tables qui prennent des décisions pour leur vie. Il est important que les femmes soient impliquées dans ces discussions et que leurs besoins soient pris en compte. Et c'est la raison pour laquelle elles doivent être présentes. C'est vrai, nous avons beaucoup de femmes leaders, notamment pour ce qui concerne les questions de climat et d'environnement à l'Union européenne. Je vous signale que vous devez être bref. Au niveau de la Commission européenne, les femmes ont quelque 60% des postes clés pour l'environnement au Parlement européen. Elles représentent 40% dans les comités liés à l'environnement. Mais il faut dire qu'au niveau national, la situation est moins bonne. Peu de femmes occupent ces postes dans les comités parlementaires et c'est un véritable problème.
Nous savons que les entreprises où il y a plus de femmes dans le conseil d'administration portent moins de préjudice à l'environnement. Donc, il est important de tenir compte de la question du genre lorsque nous parlons de l'environnement. Merci et merci aussi d'avoir donné dès le départ quelques exemples concrets. Nous voyons souvent ces choses comme des évidences, par exemple l'utilisation des voitures, les responsabilités en la matière et le manque de représentation des femmes. Je voudrais maintenant citer Caroline et Patricia Heidegger qui parlent de la cécité par rapport au genre. Pourquoi est-ce tellement important de procéder à des recommandations? Oui, la communication du pacte vert ne mentionne pas du tout la question du genre. Lorsque nous voyons quelles ont été les stratégies développées depuis tout un temps, ce sont surtout des programmes économiques et il n'y a pas d'analyse de genre dans ce contexte. Pourquoi est-ce tellement important que l'impact du genre soit mentionné? L'environnement et les produits chimiques ont des effets différents sur les hommes et les femmes. La femme est exposée à des cosmétiques et pendant la période qu'elle est enceinte, elle est exposée également à des produits chimiques et nous ne savons pas suffisamment quels sont les effets de ces produits. L'Institut montre aussi qu'il y a des différences grandes par rapport au modèle de circulation des hommes et des femmes. Et s'il y a une politique unilatérale par rapport à la mobilité électronique, notamment mettant en avant des voitures électriques, l'accès à ces voitures électriques, c'est l'homme en général qui a un revenu élevé et souvent les femmes ne peuvent pas profiter de cette politique. Quelles sont les actions nécessaires? Je ne veux pas insister, mais les interprètes doivent pouvoir suivre également, donc respirer parfois. Je voudrais formuler une recommandation sans entrer dans les détails. Je crois qu'il faut savoir que dans les meilleurs cas, la politique environnementale qui souffre de cécité par rapport au genre va encore augmenter les écarts. Il faut donc que le genre soit intégré dans toutes les politiques. C'est ce que nous développons pour le moment pour arriver à une durabilité. Et ce n'est pas une nouvelle approche. Ce dont nous avons besoin, c'est une approche holistique, transversale, qui est repris dans les ODD, l'agenda 2030 sur papier, mais il faut encore élaborer les politiques et celles-ci doivent être appliquées concrètement. Merci d'avoir été aussi clair et excusez-moi de vous avoir interrompu. Je voudrais passer maintenant la parole à Michael. Le pacte vert, c'est quelque chose de brillant, mais on peut aussi dire, je ne vois pas très bien de quoi on parle. C'est vrai que pour certains groupes dont Johanna a parlé, ils sont souvent pénalisés deux fois, ont une double peine. Est-ce qu'il faut parler d'un racisme environnemental? Comment est-ce que vous interprétez ce concept? Il faut voir la réalité. On a parlé du genre et des problèmes liés au genre. Mais pensons maintenant aux personnes marginalisées au bord de notre société qui sont exposées à la pollution, aux problèmes environnementaux. Vous avez parlé des Roms. Les Roms vivent dans des conditions lamentables, sont mis en marge de la société à côté de dépotoirs
Je pense aussi aux migrants que j'ai visités sur les îles de la Méditerranée et qui vivent dans des conditions de dégradation terribles où la vie est impossible. Je pense aussi aux populations indigènes auxquelles on a pris les terres, notamment les Samis, qui ont perdu leur possibilité d'élevage de rennes. Et il y a toute une série d'autres groupes. Et au-delà des groupes, pensons aux expériences des personnes au sein de ces groupes. Le concept que l'on utilise dans ce contexte, c'est l'intersectionnalité. Vous pouvez peut-être également ralentir un peu votre débit. Intersectionnalité. Pour ce qui concerne le genre, les femmes en souffrent plus que les hommes et les enfants. Un enfant des Roms avec l'impact du Covid et la vie dans un environnement terrible. Alors, je voudrais me résumer. Ce sont les mêmes personnes qui vivent en périphérie. Nous devons résoudre les grandes inégalités et à l'intérieur de cela, traiter les problèmes de l'environnement. Merci. Nous en avons parlé avec la Commission en préparant cette session. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à propos des hommes et des femmes. On voit à la télévision le mouvement Black Lives Matter. Il y a d'autres exemples que vous avez cités pour illustrer les personnes vulnérables dans des situations précaires. Alors, leur nombre est très grand et la variété de ces groupes est très grande. Et puis, il y a aussi le fait qu'il faut faire en sorte que l'on commence à avoir le souci de toutes ces personnes, de tous ces groupes. Je voudrais me tourner vers Mathias qui est en ligne avec nous. Alors, c'est peut-être une évidence pour tous. Nous avons les acteurs publics, nous avons une responsabilité par rapport à l'égalité au sens large. Et au niveau de l'Union européenne, il y a la théorie et puis il y a cet engagement par rapport à la valeur de l'égalité, mais il y a des lacunes dans les politiques. Alors, comment est-ce que ceci se joue au niveau du secteur privé, de l'industrie? L'inclusivité, l'égalité, ce ne sont pas des pièces rapportées. Comment fait-on? Alors, merci de me donner la parole. Je voudrais commencer par des chiffres. Chez Bayer, nous dépensons plus de 23 millions avec nos fournisseurs. Ce sont tous les fournisseurs du monde entier. Et donc, pour chaque euro que nous dépensons, nous avons une évaluation d'impact sur toutes les communautés, qu'elles soient roms ou non. Et lorsque l'on considère le monde des affaires, on doit penser aux indicateurs de performance clés. Alors, ça, c'est important pour les entreprises, mais voyons d'autres indicateurs. L'égalité homme-femme. Y a-t-il un objectif clair pour parvenir à ce type d'égalité à tous les niveaux de gouvernance, de leadership? Qu'en est-il de l'égalité par rapport à la durabilité, par rapport au sujet environnemental? Est-ce que toutes ces cibles, tous ces objectifs sont indépendants de systèmes de financement et de cofinancement? Dans le cas de Bayer, nous avons fixé des objectifs, des cibles, et on lie ça à la rémunération. Parce que, en particulier pour les hommes, on ne peut pas faire en sorte qu'une personne soit payée autant et d'autres beaucoup moins pour le même travail. Oui, la rémunération est très importante. J'ai bien dit rémunération. Les entreprises gèrent bien ces indicateurs clés et pour le faire, il faut qu'il y ait également des indicateurs clés liés à la durabilité, à l'aspect social, sociétal et de l'environnement. C'est vrai, nous en parlerons dans quelques instants. Alors, vous êtes en train de vous dire peut-être que on est dur par rapport à certaines entreprises, on n'a pas forcément ce qu'il faut.
Alors, j'essaye d'être aussi équilibrée que possible et je me tourne à nouveau vers Patricia. Alors, je viens de demander ce qu'est le racisme environnemental. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été sous-estimé dans l'Union. Il a parlé des Roms. Vous aussi, vous avez une approche sur des actions très concrètes. Que pouvons-nous faire pour essayer de résoudre le problème de la discrimination à l'encontre des Roms? Je crois que Michael a déjà tendu une perche. Alors, il faut reconnaître que c'est vrai qu'il y a ce concept de racisme environnemental, ça existe. On a parfois du mal à comprendre. Alors, Michael nous a bien expliqué que les communautés roms vivent et travaillent dans des environnements particulièrement défavorisés, pauvres, et ils sont privés de certains services de base, comme par exemple la collecte des ordures, la distribution de l'eau potable, etc. Alors la transition juste commence par relever des défis. En Europe, on doit pouvoir amener de l'eau potable dans tous les foyers. Et puis ces communautés sont souvent exposées à la pollution, à la contamination, comme on l'a dit. Elles vivent près de décharges publiques, près de sites industriels, à proximité des voies d'autoroute, par exemple. Alors, ce n'est pas les endroits les plus sains pour vivre. En outre, nous avons également constaté que les communautés roms souvent sont les victimes d'expulsion. Donc, quand le site peut devenir plus intéressant parce qu'on veut construire une nouvelle autoroute, quand on veut exploiter le site pour construire, ces communautés sont alors repoussées vers des endroits dont personne ne veut. Alors, action. Eh bien, nous appelons ça du racisme environnemental et nous nous disons que cette discrimination est en fait liée au fait que cette exclusion est enracinée dans des stéréotypes racistes que nous avons chez nous dans la société. On dit, bon, ce sont des bohémiens, des gypsies. Mais en fait, ces communautés roms n'ont pas vraiment compris le concept de justice environnementale. Ça, ce serait un pas en avant déjà. Il faut l'appliquer au niveau national où les États membres devront mettre au point de nouveaux plans d'action pour accroître l'inclusivité des communautés roms. Et lorsqu'on parle de ségrégation des habitations, on doit avoir cette perspective environnementale, voir l'intersection, et cette justice environnementale doit être appliquée à toutes les politiques indifféremment. Donc, les politiques sociales, les politiques environnementales doivent s'intégrer. Merci d'avoir souligné et d'avoir cité cet exemple. Il est clair que ce que nous avons entendu de manière tout à fait catégorique. Patricia nous a cité ici quelques exemples. Sans une prise de conscience, sans ce lien, comment prendre des actions? Alors, les actions doivent être prises dans un contexte beaucoup plus complexe. Alors, Caroline est à l'écran. Caroline, qui se trouve en fait en Lituanie, je reviens vers vous. Donc, elle fait partie de l'Institut européen pour l'égalité des genres. Nous avons cité quelques exemples. Quand on parle de racisme environnemental, quelles sont les personnes? Toutes sortes de personnes. C'est pas seulement un groupe, il y a plusieurs groupes, et dans ces groupes, il y a des personnes qui, en fait, se trouvent dans des situations beaucoup plus précaires et qui sont plus vulnérables. Alors, il y a peut-être la dimension de genre, mais d'autres caractéristiques sociales lorsqu'on parle de dégradation environnementale et de discrimination, pour essayer de comprendre comment tout ceci s'imbrique. Alors, merci de cette question, Catherine. Ici, nous parlons effectivement de ce terme intersectionnalité. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est comment les différents facteurs, en fait, s'imbriquent les uns par rapport aux autres. Et je voudrais vous citer deux exemples. Dans le premier, je me concentrerai sur la richesse, ou plutôt l'absence de richesse, parce que ceci est lié aux autres caractéristiques dont vous avez parlé.
J'ai déjà évoqué les différents impacts des politiques environnementales sur les hommes et les femmes, et ceci est lié au fait que les femmes sont souvent plus pauvres que les hommes, en particulier certains groupes de femmes. Et si vous prenez les interventions, par exemple, pour augmenter le prix de l'énergie, pour éviter qu'on en consomme de trop, alors tout ceci semble être très sensé et écophile. Mais en réalité, parce que les femmes travaillent moins ou ne travaillent pas pour s'occuper de la famille, en fait, elles ont des pensions inférieures à celles des hommes. Et ça, c'est partout. Pratiquement 40% de moins en termes de montant de pension. Ce qui signifie que partout, les femmes se trouvent à l'âge avancé en situation de pauvreté. Ceci est valable si elles sont mères de famille seules ou si elles ont été le seul gagne-pain de la famille. Et donc, la solution, ce n'est pas qu'il ne faille pas augmenter le prix de l'énergie, mais qui est le perdant et comment aider ces perdants. Donc, il faut regarder la situation réelle, prendre en compte les besoins des hommes et des femmes lorsque l'on met au point des politiques et soyons conscients des conséquences de ces politiques. Merci, Caroline. Et je dois dire que pour ceux qui utilisent les tweets, hashtag EU Green 2021, regardez un petit peu que tout ce à quoi il faut réfléchir, il faut vraiment disséquer la situation. Alors je me tourne vers vous, Michael. Nous avons évoqué pas mal d'exemples. Nous avons dépeint un petit peu une situation pour comprendre quelle est la situation de départ et le lien avec l'environnement et différentes situations précaires de groupes vulnérables. Alors, les actions. Vous avez dit qu'on pourrait utiliser, si on pouvait utiliser la baguette magique, que pourrions-nous faire pour aborder cet aspect? Mais écoutez, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de baguette magique. Je suis d'accord avec Patricia sur la nécessité, et avec Arlene aussi, se concentrer sur les différents groupes pour essayer de changer l'expérience. Mais il faut se tourner vers soi-même. Il faut résoudre le problème du racisme dans la société pour éviter qu'on l'on exclue et que l'on repousse vers la marge. Ceci vaut pour les Roms et les personnes qui excluent les Roms. Bon, vous imaginez que vous soyez dans un bar le soir, vous buvez un verre et vous êtes avec une personne qui dit « Ah non, moi, j'aime pas ces gens-là ». Alors, qu'est-ce que vous feriez pour convaincre la personne? Eh bien, alors, il faut faire ce que Patricia nous a dit. Il faut citer le problème. Nous sommes des sociétés racistes. Moi, j'entends trop d'hommes et femmes politiques qui disent « Oui, le racisme, c'est un problème là-bas, là-bas et là-bas, mais pas chez nous. » Écoutez, la vérité, c'est que c'est à tous les coins de rue. Il faut en parler dans les écoles. Il faut également encourager les victimes du racisme à parler, à se défendre. On parle d'êtres humains. Il faut parler également de l'expérience des enfants, des personnes plus âgées. Alors, vous posiez la question de l'action. Oui, vous avez dit beaucoup de choses extrêmement précieuses. J'espère que tout le monde a bien capté. Alors, moi, je viens de l'Agence européenne pour les droits fondamentaux. J'en ai pas encore parlé. L'Union européenne veut absolument respecter les droits fondamentaux. Il y a la charte des droits fondamentaux. Ce sont des garanties pour les personnes, pas pour les riches, pas pour ceux qui ont plus, mais surtout aussi pour ceux qui se trouvent un peu en marge. Et là, il faut tenir nos promesses. Et c'est la vérité également avec le pacte vert, le Green Deal. On n'y est pas encore. Je crois qu'on a encore pas mal de chemin à faire pour y arriver. Alors, à quoi ça ressemblerait? Ça veut dire faire des évaluations d'impact de tous les projets par rapport à ce qu'on a annoncé, par rapport aux ressources également, lorsqu'il y a eu dégradation environnementale. Ça veut dire se tourner vers les entreprises pour faciliter le
que l'on rende justice aux personnes lorsque leurs droits ont été violés. C'est mis noir sur blanc, mais en fait, rester en justice, c'est long, c'est pénible, c'est cher, et puis il y a la charge de la preuve. Oui, c'est vrai, c'est comme avec la santé, c'est un peu comme la prévention et puis se soigner. Aller en justice, ce n'est pas accessible, c'est compliqué, c'est en fait le parcours du combattant. Alors c'est vrai que on en parle beaucoup, il y a des politiques qui sont faites pour, mais d'autre part, ça ne va pas assez loin et on ne l'applique pas suffisamment. Vous avez également parlé des entreprises, de leurs responsabilités. Je voudrais revenir vers Mathias, si je peux. Il nous reste un quart d'heure à peu près pour discuter de ces points. Mathias, la responsabilité, vous avez bien ancré cela. C'est vrai que ce n'est pas simple pour certaines entreprises. Elles ont une responsabilité. Que pouvez-vous faire pour encourager les autres dans la chaîne de valeur, entreprises et autres, pour justement suivre votre exemple? Vous pouvez également vous référer à certains des exemples qui ont été cités si vous le souhaitez. On a parlé des droits humains et de l'entreprise. Le 16 juin de cette année-ci, ce sera peut-être une journée de célébration parce qu'il y a 10 ans, il y a eu des principes qui ont été fixés par les Nations Unies. Mais ces chaînes de valeur, en réalité, en l'espace de 10 ans, n'ont pas vraiment vu le jour. En Allemagne, dans quelques jours, nous aurons une législation sur la chaîne logistique. Ça devrait être repris par le Parlement européen. Donc, cette législation sur la chaîne logistique, en fait, nous renvoie vers nos responsabilités en termes de chaque composante de la chaîne logistique. Alors, il y a différentes lois qui essayent de respecter les droits humains et qui permettent aux personnes d'avoir des recours en justice, mais tous n'y ont pas vraiment accès du fait de la difficulté. Alors, quand on parle de gender mainstreaming, si vous regardez un petit fermier, qui est en général quelqu'un qui n'est pas très riche, eh bien, je peux vous dire que ce n'est pas l'accès à la terre, l'accès aux graines, l'accès aux pesticides, etc. C'est en fait l'accès à la formation des hommes et des femmes qui travaillent et qui sont vraiment l'échine de ce qui se fait dans une exploitation agricole. Et donc, c'est vraiment cet accès-là dont il est important. Nous avons 20 millions de femmes qui n'ont pas accès au planning familial. Et si l'on pense à ce qui est créé chez nous en Europe, en Finlande, eh bien, on pourrait distribuer cela parce que cela permettrait de transformer la vie de ces personnes qui travaillent la terre et qui sont des femmes et qui ne peuvent rien faire si elles n'ont pas reçu une formation, qui ne peuvent pas travailler la terre tout en s'occupant de leurs enfants. Il est important de se concentrer là-dessus et les retours seront très payants pour tous. Je vous remercie. Il y a un autre aspect que l'on pourrait souligner. Les femmes sont très importantes également dans le secteur maritime, dans le secteur de la pêche. Elles aident leurs époux, leurs partenaires qui partent en haute mer, mais ce sont elles qui réparent les filets, par exemple. Donc, le rôle de la femme est très important dans bien des secteurs. Alors, il y a encore une chose dont je n'ai pas parlé, Patricia. Vous avez dit dans les politiques, nous ne voyons pas toujours les résultats. Comment faire en sorte que en faisant ces politiques, les lacunes qui concernent les minorités puissent être prises en compte dès le départ. Comme disait Michael, ce n'est pas que l'on intervient si ça se passe mal, mais comment faire en sorte que dès la conception, on puisse s'assurer que ça fonctionne du premier coup. Vous avez raison. La représentation est fondamentale pour pouvoir
inclure toutes les expériences au moment de la conception de ces politiques. Par exemple, la différence hommes-femmes au moment de la représentation. Alors, nous savons qu'il n'y a que 40% de femmes qui sont représentées au niveau de la gouvernance, au niveau des négociations, par exemple, même sur l'environnement. Alors, si on voit les Européens qui viennent de différentes minorités, ça ils représentent à peu près 10%. Ce sont ceux qui sont le plus impactés par la dégradation, le changement climatique, les discriminations. Et pourtant, on ne les voit pas au niveau de la conception de ces politiques. Et si nous regardons les groupes d'experts qui travaillent au Parlement, à la Commission, etc. Alors, c'est vrai que les partis politiques, les institutions ont la responsabilité d'accroître le nombre de personnes qui viennent de ces expériences différentes et qui vont nourrir leur propre cercle de ces institutions. Et pour reprendre ce terme barbare d'intersectionnalité, en fait, nous avons des femmes qui ont des facteurs de marginalisation. Par exemple, elles sont des femmes âgées, handicapées, de couleur, etc. Elles cumulent les facteurs. Nous, en tant que société civile, nous essayons de trouver des solutions pour accroître la représentation dans nos propres cercles, pour les représenter et pour faire un plaidoyer qui soit plus vrai. Alors, il n'y a pas de baguette magique, mais il faut reconnaître qu'on n'arriverait pas à nos objectifs de durabilité s'il n'y a pas une co-conception avec ceux qui sont issus de ces minorités frappées. Donc, lorsque le pacte vert et toute cette législation a été conçue, est-ce qu'on a consulté les Roms? Ou est-ce qu'on les a consultés seulement quand on a parlé des choses plus spécifiques au secteur ou plus spécifiques à ce type de dégradation? Mais ce sont eux qui vivent près des décharges et qui vont respirer cet air nocif. Il faut donc reconnaître que nous avons un agenda et nous avons également un problème de classe au moment de la conception des politiques et des législations. Avant de passer à Carline et à Michael, je voudrais vous poser une question en ce qui me concerne. Ce n'est pas simplement faire en sorte que ces personnes puissent bénéficier de l'espace pour pouvoir parler. Parfois, ces personnes ont l'impression de ne pas être les bénéficiaires ou qu'elles ne sont pas qualifiées, elles n'ont pas confiance. Et donc, dans l'aspect politique, il faut rassurer également les rassurer en leur disant vous pouvez participer. Alors ils disent oh non, on n'a pas le temps, je ne suis pas compétent. Comment rassurer ces personnes? Écoutez, je réfléchis, dit Michael. Je me dis comment avons-nous composé ce panel? On a une bonne représentation homme-femme, mais nous n'avons pas représenté les minorités dont on parle. Ceci illustre, ce n'est pas une critique, cela illustre à quel point il est difficile d'inclure tout le monde. Et alors, si les personnes ne se sentent pas à la hauteur, mais ne soyons pas condensants. Non, 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 je ne voulais surtout pas être condescendante, c'est certain. Mais dans certains domaines, on parle de recherche, d'innovation, et on a des discussions sur certains programmes de l'Union européenne où on s'aperçoit qu'il faut avoir une pléthore d'opportunités pour que les personnes se sentent. Alors, je répète, je ne voulais pas être condescendante. Non, mais vous savez, la société représente des milliers d'organisations. Aujourd'hui, chacun est représenté par des voix intelligentes de la société avec lesquelles nous devons nous mettre en rapport et qui peuvent avoir des approches participatives sur toutes les étapes de l'évolution d'une politique. Autre chose d'ailleurs, au-delà d'écouter les personnes, il nous faut des données. Et là, c'est là que le bas blesse. Il faut
que sur la pollution, la dégradation de l'environnement, eh bien, nous devons recueillir des informations par les personnes qui en sont les victimes et on ne fait pas cela suffisamment aujourd'hui. Mais est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas une prise de conscience? Est-ce qu'on n'a pas conscience qu'on devait être plus précis? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais on en a besoin. Ce panel ici reconnaît qu'il y a toute une série de problèmes auxquels il faut s'attaquer. Et l'un des problèmes pour lesquels on ne rassemble pas ces données, c'est peut-être parce qu'on n'est pas capable de le faire. Certains disent, oh, mais c'est très difficile d'obtenir des données de ces groupes qui sont en marge de la société. Mais il y en a qui le font depuis des années. On ne peut pas recueillir des données sur les migrants, sur les Roms. C'est avec eux qu'on le fait. Il faut donc qu'il y ait ces relations de confiance, ces relations qui vont permettre d'éloigner les craintes, les peurs, et il faut travailler avec les communautés. Oui, il faut qu'on ait le souci de ces personnes. Est-ce que les gens ont le souci? Est-ce qu'on s'en bat l'œil ou est-ce qu'on en a le souci? Je vous remercie. J'allais vous poser la question sur les données et je sais que l'un des motifs pour lesquels nous avons cette session aujourd'hui, c'est parce que c'est une question qui n'est pas si évidente. Il n'y a pas une véritable prise de conscience. Et c'est vrai que la Commission et les institutions ont besoin de données. Dans quelques instants, je vais inviter nos représentants de la Commission à répondre à quelques questions, mais je voudrais revenir vers Caroline, si je puis, pour revenir sur les objectifs du développement durable. C'est un cadre très important, il faut qu'il soit localisé, il faut reconnaître que mettre fin à la pauvreté, ça va de pair avec une stratégie pour une croissance équitable, reconnaissant les besoins et tenant compte de la protection environnementale et du changement climatique. S'il n'y avait qu'une seule action clé pour faire en sorte que les structures d'organisation et les pratiques soient plus réactives par rapport à la dimension homme-femme, qu'est-ce que vous diriez? Mais écoutez, on l'a déjà dit, je pense que c'est ce qu'on appelle le gender mainstreaming, c'est-à-dire percoler ce concept d'égalité des genres à tous les niveaux. Quand on décide d'un projet, d'une politique, d'une législation, il est indispensable que l'on pense à la situation des hommes et des femmes. Et ça commence par une analyse solide. Alors c'est vrai que ça repose sur des données et dans bien des cas, il n'y a pas de prise de conscience de ce que la question du genre est un problème. Et c'est la raison pour laquelle on ne collecte pas ces données. Alors, si on a cette analyse de genre, on doit faire une évaluation d'impact parce que quand on a les données, on doit se poser la question, si je veux élaborer une politique, quel sera son impact sur les hommes et sur les femmes? Pour ce faire, il nous faut une évaluation d'impact de la politique et c'est très important. Alors, si on voit que l'impact ne sera pas le même sur les hommes et les femmes et que ceci crée davantage d'inégalités entre hommes et femmes, il faut modifier la politique. Oui, mais Caroline, je vous pose une autre question. Et quand j'en parlais avec la Commission avant la session, ils disent « Ah, mais vous savez, c'est de nouveau cette question, la dimension femme. » Oui, mais comment éviter ce genre de réflexion? Parce que soyons francs, c'est quelque chose que l'on retrouve souvent. Et là, c'est pour les femmes. On n'a même pas parlé des autres groupes. Écoutez, moi j'ai travaillé dans différents contextes pour les gouvernements nationaux, pour le Conseil de l'Europe. Et au Conseil de l'Europe, par exemple, ils ont différents portefeuilles, enseignement, lutte contre le terrorisme, etc. Et comment j'ai convaincu mes collègues du Conseil de l'Europe de ce que la dimension du genre est très importante? C'est en leur faisant prendre conscience que s'ils gardaient cet angle mort en se concentrant seulement sur les hommes, les politiques ne seraient pas les meilleures. Sur la question du terrorisme, ils ne savaient pas, par exemple, ou ils n'avaient pas conscience que nombre de femmes étaient également
seulement des terroristes elles-mêmes, pas seulement des victimes du terrorisme, mais les auteurs d'actes terroristes. Mais pour ce faire, il faut faire une évaluation du genre, une évaluation de l'impact, et si on ne le fait pas, on passe à côté. Les institutions et la Commission veulent développer les meilleures politiques possibles pour aider les citoyens de toute l'Europe. Pour ce faire, on ne peut ignorer le fait qu'on doit se pencher sur la question des hommes et des femmes sur le terrain. C'est pas simplement la question des femmes, c'est la répartition entre hommes et femmes. Au moment de faire des politiques, il faut éviter que cela ne crée des disparités entre les deux. C'est vraiment très important ce que vous avez dit. Il faut y réfléchir. Il ne s'agit pas seulement d'une question de femmes, mais d'hommes et de femmes. Michael, je vois que vous êtes d'accord avec ce que je dis. Ce n'est pas que l'on en a marre de parler de ces questions. Nous devons faire un travail de communication. Prenons le public. Nous le savons à partir des enquêtes. Le public est en général décent. La plupart des personnes veulent que les droits humains soient respectés dans leur société. Mais il faut devenir concret, il faut communiquer les problèmes et indiquer les pistes vers une solution. Nous devons travailler de manière intelligente pour pouvoir progresser dans nos sociétés. Vous avez dit quelque chose d'important et je suis heureux que vous l'ayez dit. La majorité sont des personnes décentes, veulent avoir une situation correcte qui tienne compte de tous. Mathias, je voudrais revenir vers vous. Est-ce que vous voulez encore ajouter quelque chose concernant l'importance de donner? Je sais que c'est un élément critique et nous permet de sensibiliser pour passer à l'action. Que souhaitez-vous dire en conclusion? Lorsque nous voyons l'équilibre ou le déséquilibre au niveau des genres, pour Bayer, si la moitié des positions clés étaient occupées par des femmes, on aurait une parité entre les genres. On peut naturellement longuement parler de convaincre, etc. Mais il faut mettre au point des règles, les conditions qui rendent la situation obligatoire. La parité de genre chez Bayer a été fixée par des objectifs et on a aussi changé les conditions pour atteindre les objectifs. Le lieu de travail est dorénavant différent. Si vous avez une bonne représentation de genre et de génération au niveau des postes de direction, vous avez une meilleure situation. La diversité permet de prendre de meilleures décisions au niveau du leadership. Vous aurez plus de succès économique également et vous pourrez en même temps atteindre les objectifs du développement durable. Oui, vous avez souligné quelque chose d'important. Les politiques doivent être les meilleures politiques pour que les affaires puissent également bien se développer. Il ne s'agit pas seulement d'une question d'équité. Encore deux phrases avant de passer la parole à Elisabeth Werner. Trois phrases, s'il vous plaît, de tout le monde pour tirer les conclusions. Oui, il faut mieux communiquer, c'est évident. Il ne s'agit pas seulement d'une question de genre, mais il s'agit d'élaborer des politiques environnementales meilleures qui ont des impacts meilleurs sur la planète et la société. C'est quelque chose que nous devons mieux communiquer en tenant compte des différentes expériences. Nous voyons que la nature et les gens ne pourront que profiter de meilleures politiques. Michael, que voulez-vous dire?
derrière vous, il y a un titre qui indique la durabilité et l'égalité. Est-ce que c'est un dilemme ou une opportunité? C'est une opportunité selon moi. Quelques phrases encore, Mathias, peut-être en guise de conclusion. H2O, voilà la formule que je voudrais annoncer. Nous avons besoin de l'eau et tout ce qui est lié à l'eau a été mentionné par cette discussion, si vous voulez. Caroline, je vous passe la parole. Merci, Katrina. Je voudrais souligner que l'intégration de la notion de genre, ce n'est pas une charge, c'est quelque chose qui nous permet d'élaborer les meilleurs projets, la meilleure législation, et cela pour créer la justice pour tous les citoyens de l'Union européenne. Merci beaucoup. Vous avez été tous très clairs. Restez encore parce que Elisabeth, j'ai un peu grignoté sur votre temps, mais je voudrais maintenant passer la parole à Elisabeth Werner, secrétaire générale adjointe de la coordination des politiques et responsable Task Force Égalité. L'Union européenne veut être une union d'égalité. Patricia, comment pouvons-nous nous assurer que cela sera fait? Merci beaucoup. C'était une discussion intéressante et je pense que beaucoup de personnes nous ont suivis. Je voudrais que les choses soient claires pour qu'il n'y ait pas de malentendus. Personne ne doit rester au bord de la route. Ceci est essentiel. Il ne faut pas choisir entre une Europe plus verte et une Europe plus égale et inclusive. Ces deux choses vont main dans la main. Et nous avons entendu une série d'exemples qui le démontrent. J'ai essayé également de trouver des exemples concrets. Je voudrais revenir là-dessus. Lorsque l'on parle de genre, par exemple, dans le contexte du transport, les femmes ont l'empreinte carbone moins élevée, les femmes ont des plus petites voitures, utilisent plus les transports publics, font plus attention à l'environnement s'agissant de leurs actes et actions. Et la durabilité, certains services pour des personnes handicapées ont des problèmes de mobilité. Nous devons entrer dans une période de rénovation pour qu'il n'y ait pas seulement plus d'efficacité énergétique, mais nous devons aussi améliorer l'accessibilité. Pensons aux personnes vulnérables, aux minorités. La pollution, comme on l'a dit au départ, a des impacts plus négatifs sur la santé humaine des personnes vulnérables. Et le plan pollution zéro est une lutte non seulement pour réduire la pollution, mais également pour assurer plus d'égalité et d'équité. Je pense notamment aux Roms, mais on en a déjà parlé. Parlons maintenant du changement climatique et parlons du pacte vert. Nous devons assurer que tout le monde soit conscient de l'importance. Il y a un grand soutien, mais ce n'est pas seulement une opportunité, cela impliquera également des coûts. Et il faut tenir compte de la crise économique liée au Covid actuellement, mais dans toutes nos stratégies, dans toutes nos législations et au niveau des dépenses dans le financement de l'Union européenne, la transition juste doit se trouver au centre de tout. Et je pense que la pauvreté énergétique est un sujet d'actualité très important pour le moment.
Excusez-moi d'être intervenu à nouveau pour des raisons de temps. Il est important que vous ayez mentionné les coûts. Ce n'est pas que nous ne voulions pas mettre en évidence ce problème également, notamment dans le contexte du COVID. Que peuvent faire les fonds de relance de l'Union européenne dans ce contexte? Je voudrais encore mentionner deux choses. On a parlé de l'intersectionnalité et de l'intégration de la notion de genre. Comment pouvons-nous nous assurer que les inégalités existantes soient prises en compte dans cette transition verte et que l'on tienne compte de l'importance de l'égalité tout au long de ce parcours? Je voudrais revenir sur les aspects économiques. On a dit qu'une politique qui tient compte de l'égalité est une meilleure politique. La politique de l'égalité et du pacte vert ont des choses en commun. Si on ne fait rien, les problèmes seront plus grands que si on faisait quelque chose. On ne peut pas ne pas diminuer les effets des gaz à effet de serre, diminuer la pollution, si on n'assure pas une société plus égalitaire. Et je demande au gouvernement de faire cela, et c'est à ce niveau-là que intervient l'intégration de la notion de genre. Les décisions doivent être des décisions collégiales. Au niveau de l'administration, nous avons beaucoup de collègues très enthousiastes qui veulent avoir accès aux données pour travailler dans ce domaine. Nous sommes arrivés à la fin de notre séance et je m'excuse que je n'ai pas pu vous donner plus de temps. Mais ce que vous avez dit est tout à fait clair. Les différents mécanismes, la pensée, la vision de l'Union européenne. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je sais que vous aviez encore beaucoup de choses à dire. Je remercie Caroline, Patricia, Michael, Mathias. Nous devons travailler à la sensibilisation. C'est un devoir, comme l'a dit Michael, pour arriver à une meilleure société et à de meilleures politiques. Merci de nous avoir écoutés et je vous souhaite encore un bon après-midi.